OK. Excellent. Bonjour à tous. Je m'appelle Denis Sarrazin, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je travaille comme professionnel de recherche au Centre d'études nordiques. Mon travail s'articule essentiellement autour du réseau de stations environnementales SILA, ainsi que plusieurs aspects du réseau d'infrastructure Kölscharvik du Centre d'études nordiques. Je vais vous présenter les grandes lignes pour la planification d'un projet de recherche en milieu nordique. On va faire un survol rapide des grandes lignes pour la planification d'un projet en milieu. Voici les 10 points. Le point numéro 1, c'est le choix du site ou du projet. Point 2, c'est le financement. Point 3, les permis. 4, l'analyse de risque. 5, les formations nécessaires. 6, l'enregistrement auprès des autorités responsables. 7, la logistique. Le point 8, c'est les préparatifs de mission. 9, c'est la mission proprement dite. Puis 10, c'est le retour à la maison. Le choix du site ou du projet dépend en partie de votre problématique de recherche et de vos objectifs. Soit que vous allez faire de la recherche sur des sites déjà existants ou en établir un nouveau. Plusieurs projets peuvent être menés à partir de sites d'infrastructure existants. Les avantages de sites déjà établis sont multiples. Il y a de la disponibilité de véhicules, une logistique qui est déjà éprouvée, la possibilité d'avoir des collègues sur place qui travaillent sur d'autres projets sur le site. Les sites existants aussi sont déjà connus. Il y a déjà des aspects qui ont été traités par d'autres projets auparavant. Il y a possiblement un plan d'urgence qui a été établi. Pardon. Et des protocoles existants comme celle pour la gestion des déchets. Il y a d'autres partenaires que le CEN qui offrent des sites d'infrastructure établis comme les camps miniers, dont le plus connu au Québec, c'est Raglan à Deception Bay. Il y a les parcs provinciaux du Nunavik aussi, que ce soit Torsuyuk, Kororjuak, Pingaluit, etc. Il y en a plusieurs. Un projet peut aussi être mené à partir d'une communauté inuit, un village côtier dans le nord du Québec. Au Nunavut, il y a plusieurs organismes d'accueil pour la recherche. C'est le Canadian Wildlife Service, Parc Canada, PCSP, qui est l'étude du plateau continental polaire à Resolute Bay. Il y a le Nunavut Research Institute à Iqaluit, Savoir Polaire Canada à Cambridge Bay, puis Collège Aurora au Yukon. Aussi, par le biais de d'autres universités comme UBC ou McGill, eux aussi, ils ont des sites d'infrastructure de recherche en milieu nordique. Au Centre d'études nordiques, nous, on a le réseau Kölscharvik qui comprend 9 sites d'infrastructure en ce moment. Il y en a deux nouveaux en développement sur Baffin, mais en ce moment, il y en a 9 qu'on voit ici à l'écran. Ces sites comprennent des espaces d'accueil, d'hébergement, d'entreposage et aussi des laboratoires. Certaines de ces infrastructures sont dans des communautés inuites, tandis que d'autres sont situées en milieu isolé. On peut remarquer que les sites sont différents. Vous pouvez aller voir en détail les caractéristiques de chacun des sites sur le site web du CEN. Sur des sites d'infrastructure du CEN, comme celui de Wet'suwet'en, l'accès au territoire se trouve facilité grâce aux nombreux véhicules disponibles sur place. On peut en voir quelques exemples ici. Le CEN dispose de plusieurs VTT, motoneiges et embarcations nautiques. Il est aussi fréquent d'avoir usage d'un hélicoptère pour les sites les plus difficiles d'accès. Dans les villages, un autre très bon avantage réside dans la possibilité de retenir les services d'un guide inuit. Aussi, le fait d'avoir recours aux sites déjà établis consiste en la proximité de stations environnementales du réseau SILA. Le réseau SILA, c'est un réseau d'instrumentation environnementale du Centre d'études nordiques. Ce réseau comprend près d'une centaine de stations d'acquisition automatique de données, dont certaines stations émettent des données en temps réel, parce qu'ils sont munis de balises Iridium ou GOES, satellites, en fait, pour la transmission de données. Les données cumulées dans la base de données permettent ainsi l'accès à des séries temporelles de données sur plusieurs décennies, voire. Ces données environnementales sont accessibles à partir de la plateforme de diffusion du CEN, qui s'appelle Canadé. On peut retrouver ça en ligne puis récupérer des données à partir du site. Les stations environnementales comportent plusieurs types de capteurs. La majorité des stations vont mesurer les paramètres de base, température de l'air, vitesse, direction des vents, mais aussi la température du sol, que ce soit de la surface ou par le biais d'un forage profond. Plusieurs stations peuvent mesurer aussi l'humidité du sol, la radiation solaire, les précipitations liquides, solides,
ou simplement la hauteur du couvert de neige en hiver. On en voit un bon exemple. C'est une des grosses stations ici qui est située à Oumiac, sur la côte est de la baie du Son. Dans le cas où le camp ou le site de camp n'est pas établi, il faut un minimum d'expérience. Par exemple, l'étude du plateau continental polaire, Polar Shelf, exige qu'un membre de l'équipe ait un minimum de 3 ans d'expérience pour l'établissement d'un nouveau camp. Au Centre d'études nordiques, nous autres, on forme puis on encadre du personnel hautement qualifié pour ce genre de mission. Il y a toujours des risques et des imprévus liés à l'établissement d'un nouveau site. L'accès au site d'échantillonnage, il pourrait être plus long que prévu et que l'on doive couper certains aspects de l'échantillonnage. La logistique, elle pourrait être plus compliquée que prévu. Les équipements sont restreints par rapport à un site établi. Il faut toujours évaluer le ratio entre la distance à parcourir et le poids des équipements et des échantillons à transporter. Puis, il peut y avoir des phénomènes naturels non prévus. Quand vous êtes arrivé, par exemple, vous avez établi votre campement, lorsque le sol est encore gelé ou sec. Après plusieurs semaines, lorsque le sol se gorge d'eau et il pleut, il y a une perte de stabilité, puis on verra un endroit plus boueux, les temps vont s'enfoncer, puis suite au piétinement. Dans un autre cas, ça peut être la débâcle des glaces sur un lac qui va limiter la sortie en bateau pendant plusieurs jours. Il peut aussi y avoir une présence animale non anticipée, que ce soit un ours, des loups, voire des bœufs musqués. Fait que lorsque vous choisissez un site, il y a des choses à prendre en considération. Les vents, l'exposition au site, les eaux de ruissellement, les phénomènes liés au versant aussi. Somme toute, il faut une bonne planification pour l'établissement d'un nouveau site, que ce soit pour la nourriture, l'accès à l'eau potable, la gestion des déchets, mais avant tout à la sécurité de l'équipe. Il arrive fréquemment que l'avion ne se pose pas à l'endroit voulu. Le pilote de l'avion porte la décision finale en fonction des conditions de surface et du type de neige. Il faut prendre en considération que ce ne sera pas nécessairement l'endroit planifié. En fait, le matériel sera déposé directement sur la neige et l'avion repartira aussitôt. Si un hélicoptère est prévu, le matériel du camp pourra être élingué vers le site initialement choisi. Il se peut même que l'avion ou l'hélicoptère ne puisse vous prendre au même endroit à la fin de votre séjour, surtout si les conditions de surface ont changé. C'est important de retenir les détails. Une fois le site trouvé, il est possible qu'un portage soit nécessaire en raquette, en ski, en traîneau, en motoneige ou avec l'hélicoptère. Première étape, sécuriser les lieux et monter le campement. Ensuite, il faut vérifier les équipements et se rendre sur le site d'échantillonnage. Il sera important de définir l'accès au site et le temps prévu pour s'y rendre. Vous pourrez alors faire différents scénarios pour l'échantillonnage. Ce qu'on voit ici, Termetantenada, ça c'est au nord-est de l'Esmer. Le financement, le point 2, c'est le financement. Ça va toujours être le nerf de la guerre. Voici quelques avenues de soutien financier pour la logistique en milieu nordique. Il y a le PFSN, dont l'objectif est d'encourager la recherche scientifique dans le Nord canadien. Le PFSN existe depuis 1961, tout comme le Centre d'études nordiques d'ailleurs. Le but du programme de formation scientifique dans le Nord est d'encourager les universités canadiennes à participer à la formation de spécialistes en études nordiques. Il y a PCSP, l'étude du plateau continental polaire, qui est un programme de soutien logistique d'aéronefs, d'équipements, de véhicules, d'hébergement, en plus d'un soutien de communication et de sécurité pour les équipes sur le terrain au Nunavut. Le Centre d'études nordiques, le CEN, qui offre aussi un soutien logistique pour les aéronefs au Nunavik. Aussi, on retrouve d'autres organismes, ArcticNet, Savoir Polaire Canada, Sentinelle Nord, qui vont offrir aussi ce type de soutien logistique-là. L'autre étape, c'est les permis. Dans le cadre de vos activités, un certain nombre de permis seront à obtenir. Ça va prendre parfois plus de 3 mois. C'est important de planifier d'avance afin d'obtenir tous les permis et les autorisations d'accès au territoire afin d'y conduire vos activités de recherche. Comme dans les parcs du Nunavik, il y a des permis pour vos activités de recherche, pour le survol en aéronef ou si vous décidez de vous poser en hélicoptère ou en avion dans un parc. Pour les communautés inuites, on retrouve le Land Holding Corporation, la corporation foncière. Il faut faire une demande auprès de la corporation foncière pour l'instrumentation, l'accès au territoire, le prélèvement d'échantillons. C'est important de communiquer avec eux. C'est eux qui vont vous dire oui ou non. Puis sinon, la mairie du village, tout aussi importante, vous êtes encouragé à exposer votre projet de recherche, les tenants, les aboutissants,
L'acceptation communautaire de votre projet est très importante. Il faut démontrer l'intérêt envers les enjeux qui touchent la population aussi. Il est aussi important de faire un exposé dans la communauté, que ce soit dans les écoles ou au centre communautaire. Puis là, le meilleur moyen de communiquer ça, c'est par la radio. Fait que là, vous allez à la radio, vous allez dire, on va faire un exposé sur les projets qu'on a faits dans l'été ou mon projet personnel à moi. Au Nunavik, vous devez faire affaire avec la communauté où vos travaux se déroulent. C'est important. Tandis qu'au Nunavut, il y a une structure centrale au gouvernement du Nunavut pour la gestion des permis. Ça s'appelle le Nunavut Research Institute à Iqaluit. Pour l'obtention de permis au Nunavut, un acteur important, je viens de le mentionner, c'est le NRI, Nunavut Research Institute, pour les aspects abiotiques. Tandis que le gouvernement du Nunavut, par le biais du département de l'environnement, s'occupe, lui, des aspects plus biotiques. Dans les hamlets, les villages, il faut communiquer avec le Hunters and Trappers Organizations, ça c'est toujours au Nunavut, pour avoir leur accord, la consultation aussi, puis question de respect des bonnes relations avec la communauté. Le CEN, au Nunavut, a 2 sites d'infrastructure dans les parcs fédéraux, soit Sirmilik et Tinarpak. Alors, Parc Canada est sous administration fédérale, ça équivaut à bien de la paperasse. Il y a le Research and Collection Permit, c'est à peu près 7 pages. Le Research and Collection Amendment, un autre 3 pages. Puis le Firearms Permit, qui est un autre 6 pages. Puis en plus de ça, il y a un rapport de rémission au retour à l'automne. Fait que si vous avez demandé du soutien logistique PSCSP, ça, c'est une demande à soumettre au début à l'automne. Fait que, j'avais oublié de vous mentionner, gênez-vous pas au début si vous avez des questions, vous avez juste à lever à la main. Puis Sandrine, elle va gérer les questions en ligne. Où est-ce que je peux les voir? Non. Alors, la gestion et l'appréhension des risques. J'ai fait le tour de la question en essayant de trouver des exemples frappants pour marquer l'imaginaire, mais souligner l'importance de la prévention. Ce sont pas mal tous des cas vécus au CEN que je vais vous présenter. Fait que c'est vraiment arrivé. Je présente parfois des cas exagérés, mais c'est des cas bien réels. J'ai regroupé des exemples en 11 sous-catégories. Fait qu'on va faire le tour des risques puis la gestion des risques ici. Fait que le point A, c'est la route, transport, que ce soit les accidents, les pannes, l'utilisation de remorques. B, le point B, c'est l'utilisation des infrastructures de recherche, les stations dans le Nord. L'utilisation d'outillage, ça peut être de tout genre. Le travail en laboratoire, parce que ce n'est pas pareil. Il y a la gestion des produits chimiques, les conditions sont particulières dans le Nord parce que les espaces de laboratoire sont plus restreints. Vous n'avez pas les mêmes facilités que des laboratoires ici. L'utilisation de véhicules sur le terrain, au point E. F, c'est la présence de faune. Parce que si vous allez sur le terrain, vous allez en voir. Il y a aussi le point G, un des aspects importants, c'est les insectes piqueurs dans le Nord. Sinon, au point H, il y a les aspects physiques, que ce soit les engelures, l'hypothermie, l'épuisement, l'isolement, la détresse psychologique. C'est des aspects à tenir compte. La météo, on n'y échappe pas. Les vents, le brouillard, les vagues, les orages. Les bruits excessifs. Parmi les bruits excessifs, on vous rappelle, l'hélicoptère, la turbine génère énormément de bruit. C'est important d'apporter des bouchons. Puis, le dernier point, c'est les aspects géomorphologiques. Fait que tous ces points-là, je vais les voir en détail parce que c'est très important. On les voit tous. Fait que sur les photos, ici en haut, on remarque une même situation, soit un troupeau de caribous au milieu de la route. Cependant, 2 conditions de route, de conditions de surface de la chaussée se présentent à nous. Fait que votre temps de réaction sera très différent d'un cas à l'autre. Il faut adapter notre conduite selon les conditions routières puis la météo. Il y a de longues heures à faire sur la route. La fatigue s'installe, d'où l'importance d'avoir plusieurs chauffeurs en rotation. Il faut mandater les chauffeurs expérimentés sur les segments plus problématiques, genre les routes de gravier, Parc de la Vérandrie, la route de la baie James, ont plus d'expérience. Il faut s'assurer d'avoir une trousse des essentiels dans la voiture, moyen de communication, puis penser que dans les parcs, le cellulaire ne rentre pas pendant certaines heures. Fait que c'est important d'avoir un autre moyen, que ce soit un InReach ou un téléphone Iridium. Puis, la route apporte son lot d'imprévus et de risques. Il y a des accidents, que ce soit un dérapage, un caillou dans le pare-brise, comme on voit ici, une panne moteur qui survient en cours de route. Que faites-vous? Il
faut y penser puis avoir un plan avant de partir. Il faut vérifier fréquemment la remorque à chaque plein de carburant ou au moindre bruit anormal. C'est certain que vous n'entendrez rien si la musique est dans le fond tout le long, mais c'est important de porter une oreille attentive. La remorque peut avoir une crevaison. Avez-vous un pneu de rechange? Souvent, les centres de location, ils n'en ont pas quand vous louez un véhicule ou une remorque. C'est important de s'informer auprès de la compagnie de location. Le mal des transports aussi affecte beaucoup de gens. Soyez sensibles aux personnes qui présentent des symptômes. Puis adaptez votre conduite aux conditions routières, état de la route, visibilité, la faune. L'utilisation d'un avion de brousse ou d'un hélicoptère apporte aussi son lot d'imprévus. Une piste est aménagée dans le toundra, direct sur le sol ou directement sur la glace. Le pilote va faire quelques tours d'approche, puis pour se faire une tête des conditions de surface, puis là, il va se lancer, puis attendez-vous à ce que ça brasse en vous posant, parce que oui, ça brasse. Comme vous le voyez, parfois ça merde, mais la plupart du temps, il n'y a pas de problème. L'utilisation d'infrastructures de recherche. C'était le point B, les risques. Sur les camps, il y a l'utilisation de différents carburants. Je souligne ici l'importance de la formation SINDUT. Je dois vous dire que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. On utilise du mazout, l'huile à chauffage, pour les annexes à l'huile, pour produire de la chaleur. Il existe aussi des unités d'appoint au propane, mais ce n'est pas idéal parce qu'il faut toujours, dans tous les cas, laisser une fenêtre entrouverte pour laisser circuler l'air. Puis aussi, il faut toujours vérifier la présence d'un détecteur de monoxyde et localiser l'extincteur et vérifier leur bon fonctionnement. Le propane, lui, sert à faire à manger, à se doucher, le chauffe-eau. Parfois, le congélateur et la cuisinière fonctionnent aussi au propane. L'essence, ce qu'on appelle du MoGas, du gaz jaune, tous les petits moteurs, génératrices, pompes, treuils, cabestans, moteurs hors bord, toutes les tarières, les foreuses. Il faut porter une attention particulière car parfois, un mélange avec de l'huile s'impose. Le ratio pour le mélange d'huile va être indiqué sur le bouchon de la machine ou dans le livre d'instruction de l'appareil. Habituellement, ça va être du 32 pour 1 ou du 50 pour 1. D'autres risques sont à considérer dans un campement, comme l'utilisation de chandelles. On a eu un feu sur un camp en 1972. Non, sans blague, ça se vous dirait. C'est en 2019, à titre d'exemple. En quittant le site pour aller travailler, on a oublié une chandelle allumée dans la tente de cuisine qui semble s'être renversée par le vent, puis ça a mis feu à la tente. Par chance, personne n'a été blessé, mais les gens étaient tous sur le terrain. La situation avait été davantage problématique car il n'y avait pas de communication avec le village qui était tout près. Fait que pas moyen d'obtenir une évacuation ou de l'aide parce qu'on se trouvait sur une île. Alors, s'il vous plaît, laissez vos chandelles à la maison. Utilisez un système de filtration d'eau dans le camp lorsque vous êtes incertain de la qualité de l'eau pour boire. Puis attention à la baignade. L'eau dans les lacs est beaucoup plus froide. Ça ne paraît pas, mais elle est vraiment beaucoup plus froide. Et n'y allez jamais seul, sans avertir quelqu'un au préalable. Fait qu'on encourage, vous pouvez y aller. Il y en a qui vont, ils se lavent dans le lac, mais ne jamais y aller tout seul. C'est très important. Bon, sinon, il y a du vandalisme, des animaux. Il faut mettre à l'abri les contenants de carburant parce que les ours, ils vont mordre dans les contenants. Fait que les gens qui ont tendance, ils vont faire le plein de la génératrice, ils vont laisser le contenant de carburant à côté. Ils peuvent se lever le lendemain matin, puis tout votre carburant il est dans l'environnement parce que l'ours, je ne sais pas, c'est l'odeur, il mord le contenant, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Sinon, ça va être les conduits de propane, il faut qu'ils soient protégés. Renards, écureuils, porc-épic, ils ont tous tendance à mordre, à sectionner des fils. On n'y échappe pas. Puis aussi, nous avons des systèmes photovoltaïques que j'ai installés sur les camps en région éloignée, en milieu isolé. Ils vont générer beaucoup de voltage et d'ampérage. Il faut faire attention surtout à la banque de batterie. Il ne faut pas aller toucher au fil. Les panneaux solaires sont sur la toiture du bâtiment. Ils se branchent dans le chargeur régulateur. On le voit ici. Puis ce dernier, il gère les batteries qui alimentent l'onduleur. L'onduleur, lui, il convertit le courant. Il y a deux types de panneaux de distribution, soit le 120 volts qu'on voit ici, c'est tout identifié pour les prises murales, puis le panneau de 12 volts, lui, ça va être pour les lumières puis d'autres appareils qui fonctionnent sur le 12 volts. Le système, il va alimenter les prises, ça peut être dans plusieurs bâtiments, puis les lumières. Parfois, le congélateur et le frigo sont alimentés par l'énergie solaire, ainsi que la pompe pour la douche au propane. Ça fait drôle à dire, là, mais le système PV, lui, il va pousser l'eau dans la douche,
mais c'est le propane qui va chauffer l'eau dans la douche. Fait que là, tu vois, il y a deux systèmes d'alimentation pour la douche. Congélateur, il y en a au propane, il y en a au système PV. Il faut vraiment porter une attention particulière au fonctionnement des différents systèmes que vous allez utiliser. Bon, que vous allez utiliser, en fait, sur le terrain. Mais souvent, il y a quelqu'un sur place qui va vous montrer. Puis des fois, on a des livres d'instructions pour différents appareils. L'utilisation d'outillage. L'importance d'utiliser des dispositifs de sécurité mis à votre disposition. Des casques, bottes, visières, lunettes, des gants, des bouchons pour les oreilles. Oui? Sur l'alimentation, c'est solaire, parce qu'il y a quelque chose qui prend relais. Au contraire, l'été, oui, on a des éoliennes sur certains sites. Sauf que quand on est là l'été, si on est au-delà du cercle polaire, ben, c'est 24 heures de soleil. Pendant juin, juillet. En août, le soleil commence à descendre, mettons à Bilot ou à l'Esmer, ben, on l'a au-dessus de la tête toute la journée, toute la nuit. Là. Puis dans le sud du Québec, les journées sont encore plus longues. Fait que non, ce n'est pas un problème qui se pose à nous pour les mois d'été. Des fois, oui. Des fois, on a des équipes qui vont aller sur un site puis ils vont utiliser le système, mais ça va être souvent en mars. Puis en mars, l'ensoleillement est repris de plus belle. Mais novembre, décembre, janvier, les 3 mois les plus noirs, non. Les gens, ils ne vont pas dans ces sites-là. Là. Pour des questions de logistique, de sécurité aussi beaucoup. Là. Bon, fait que, ouais, pour revenir au. C'est très important, je vais revenir là-dessus, d'utiliser des dispositifs de sécurité. Ce n'est pas seulement de le mentionner dans une présentation, mais c'est le devoir de tous et chacun d'intervenir et de sensibiliser les gens autour de vous. Fait que de le mentionner, hey, tu n'as pas tes lunettes, hey, tu n'as pas mis tes bouchons d'oreille. Fait que l'utilisation, fait que, on utilise toutes sortes d'équipements. Fait que la scie à chaîne, il y a une formation qui est obligatoire. La tarière, la foreuse à perger le sol, et aussi, il faut beaucoup d'équipements. Puis ça apporte leur lot de danger. C'est lourd, ça tourne vite, puis ça fait beaucoup de bruit. Il y a aussi l'utilisation de drones qui devient de plus en plus fréquent et répandu. Il faut se renseigner avec la réglementation en vigueur dans le secteur, puis se coordonner surtout avec les pilotes, que ce soit d'hélicoptères ou d'avions. Vous devez être attentif aussi au mauvais usage, au fonctionnement de l'outillage de base. Quelqu'un qui utilise mal une scie, qui n'a pas des lunettes, en frappant avec un marteau ou une masse. C'est important de le mentionner puis de sensibiliser les gens à la sécurité. Fait que le travail en laboratoire en milieu nordique ou en milieu isolé, comme vous voulez voir, Pascal Laporte-Satuc. Fait que c'est des conditions particulières. La température n'est pas idéale. L'espace est plutôt restreint. L'utilisation d'un chauffage d'appoint, que ce soit au propane, comporte des risques liés à la flamme vive et à la consommation d'oxygène. Fait que vous allez avoir mal à la tête après 2 heures. Fait que des fois, c'est mieux de baisser le chauffage, ouvrir une fenêtre, puis de faire ça par séquence pour porter une tuque. Il faut prendre en compte l'utilisation de produits chimiques pour le transport, l'entreposage et l'utilisation. Si vous prévoyez un appareil énergivore, il faut le prévoir d'avance. Il ne faut pas penser qu'on va arriver sur un camp, il y a un système PV, on n'a pas besoin d'amener à rien. Maintenant, si vous amenez une pompe sous vide, par exemple, ou une pompe péristaltique, c'est moins pire, mais une pompe sous vide, il y en a qui tirent beaucoup de courant. Fait qu'il faut prévoir une génératrice, mais aussi le carburant nécessaire si vous la faites rouler pendant 2 semaines. C'est des choses à penser. L'utilisation de véhicules sur le terrain. En motoneige, il se produit toutes sortes d'affaires, des renversements, des enlisements, des pannes moteurs, manque de carburant. En VTT aussi, il y a des renversements, des enlisements, c'est la même chose. Très important de suivre les formations pour ces types de véhicules. Ici à l'UL, on offre ce genre de formation. Puis aussi essentiel et obligatoire de porter un casque, dans tous les cas. Lors de l'utilisation de l'hélicoptère, ça peut être stressant. Ça fait beaucoup de bruit, le rotor qui tourne la turbine. Particulièrement, et puis il y a des particules, quand l'hélicoptère approche le sol, bien, il y a des particules qui peuvent être envoyées dans vos yeux. Mais prenez votre temps, ce n'est pas une course, mais surtout, mettez des bouchons pour les oreilles, ça va enlever un niveau de stress. Le pilote, il va vous donner un briefing, sinon demandez-en un au pilote. Il va revoir les aspects de la sécurité et les comportements liés au travail près de l'appareil, à l'utilisation d'élingues ou de filets. Prenez en considération qu'il y a du bruit, le bruit de la turbine puis la poussière, plus que l'appareil se rapproche du sol. Il faut toujours retirer les chapeaux, garder le pilote, puis regarder le pilote. C'est très important qu'il va vous faire des signes.
Il faut toujours analyser la pente du sol puis le comportement de l'appareil. Si vous voyez que l'appareil n'est pas stable, approchez-vous pas. N'essayez pas de faire signe au pilote lorsqu'il se pose. N'essayez pas de faire signe quand lui, il va se poser. Toute sa concentration est sur la stabilité de l'appareil au contact avec le sol. Puis il va vous le dire, il va vous faire signe. Puis avec les bateaux, regardez la photo du milieu en bas. Il est important de remettre le bouchon au fond sur le bateau, sinon vous allez perdre une journée ou deux d'échantillonnage. Fait que c'est important aussi de bien fixer le moteur et de le vérifier au besoin, parce qu'en roulant, la vibration peut lousser les goupilles qui resserrent le moteur. Regardez les tables de marée. À des endroits dans le nord du Québec, il y a des marées de 15 mètres. Fait que vous arrivez en fin de journée, vous avez 3 km de bouée, puis vous êtes obligé d'attendre au large avant que la marée monte. Les vents, les prédictions pour les prochaines heures. Vous partez travailler sur une île à 40 km, puis l'eau est belle, c'est miroir. Puis là, vous travaillez toute la journée. Là, vous n'apercevez pas, le vent se lève. Mais ça peut être dès l'heure du midi. Dans ce temps-là, vous repliez bagages parce que vous ne voulez pas attendre là, sinon vous pouvez être pris sur l'île. Fait que c'est important de prévoir aussi un kit de survie, une tente, si vous allez loin. Parce que ça se peut que vous soyez pris à quelque part sur un site d'échantillonnage en bateau. Fait que, oui, la durée du trajet, aussi prévoir le carburant, un moteur d'appoint, si vous allez loin, sur des grandes étendues d'eau, comme le lac à l'eau claire ou le lac Neteling, des lacs qu'on navigue pour des projets de recherche. Puis d'autres, habituez-vous aussi en bateau à prendre les vagues avec un bon angle, soit entre 15 et 30 degrés. Des fois, ça va rallonger votre chemin, mais c'est très important pour ne pas faire chavirer le bateau. Puis aussi, attention aux manœuvres d'accostage pour ne pas tomber à l'eau. Restez assis, car le bateau s'arrête brusquement sur la plage. Il est important de bien stabiliser le bateau sur la rive et de préférence éviter un site avec des roches. Le vent, les vagues, aussi petites soient-elles, fera bouger le bateau et pourra endommager la coque du bateau, comme on voit très bien sur la chaloupe à Boniface qui est à côté sur une roche pendant une journée de temps. Ça va endommager sérieusement le bateau. Puis il pourrait être percé. C'est vraiment grave ou c'est très important de vraiment tirer le bateau sur la plage puis l'attacher fixement, solidement. Toujours regarder au loin aussi afin d'anticiper les problèmes. Puis méfiez-vous des ours polaires, dépendant où ce que vous êtes, car ils nagent bien. Nous avons déjà eu une rencontre avec une équipe qui était en petit zodiac, en pneumatique à pagaie. Il y avait un ours curieux qui s'approchait d'eux dans l'eau en nageant. Heureusement, nos habiles pagayeurs ont réussi à garder une bonne distance avec l'ours jusqu'au moment où l'ours a perdu intérêt, puis s'en aller. Si vous naviguez avec la présence de glace aussi, celle-ci pourrait se déplacer selon les vents et bloquer votre passage au retour. Très important, surtout au printemps. Mais on dit printemps, mais sur le lac Neteling, ça arrive la première semaine d'août. On arrive là la première semaine d'août, le lac il se vidange de toute sa glace, ça dure une semaine. Un enlisement VTT pourrait être de quelques minutes à quelques heures. Attention aux cours d'eau, les traverser à pied pour mesurer la profondeur et ne pas rouler trop vite ou vous risquez de noyer le moteur. Il est aussi important de ne pas rouler dans l'eau salée. Ne pas rouler dans l'eau salée avec des VTT. Par le mécanisme de frein, là, il va être affecté. Puis aussi, toujours rincer le véhicule à la fin de la journée parce que même la boue, la tourbe, elle va sécher. Puis le lendemain matin, vous allez vous demander, la suspension va moins bien, puis c'est pas un problème, c'est parce qu'il faut vraiment rincer le VTT à la fin de la journée. Présence de faune. Bon, sur le terrain, vous risquez de voir des animaux. Les canidés, il y en a beaucoup. Le loup, il peut être solitaire ou en meute. Quant au renard, il pourrait être porteur de rage, ne jamais les nourrir pour prendre la meilleure photo possible. Ils adorent l'instrumentation et sont des spécialistes pour sectionner les fils. Sinon, vous allez pouvoir avoir la chance de voir des cervidés, les caribous, les chevreuils et les orignaux, que ce soit sur la route ou en forêt, de préférence en forêt. Bien que l'orignal soit dangereux, il y a aussi le bœuf musqué, car il est très territorial et ça peut être intimidant, surtout s'il commence à vous suivre. Si vous êtes trop proche, bien là, il va taper du pied puis il va vous faire savoir en respirant très fort que vous êtes trop proche. Il y a des possibilités que ça peut charger. Puis il y a des prédateurs aviaires aussi. Soyez attentifs. Si vous regardez dans le ciel puis vous voyez un harfang comme ça, c'est que vous êtes possiblement près d'un nid où il y a des jeunes harfang ou des œufs. Penchez-vous rapidement puis éloignez-vous. Les labalons-queues, les goélands, plusieurs espèces d'oiseaux
ont tendance à attaquer lorsque vous êtes trop proche de leur nid. Les ours noirs, c'est important de déterminer s'il y a des présences des jeunes ou pas. Ils sont habituellement peureux, mais ce n'est pas une règle générale. Il ne faut jamais tenter de s'en approcher. Leurs comportements sont très imprévisibles. Une mère ours avec ses petits, comme sur la photo de gauche, pourra se lever sur ses pattes arrière puis émettre des grognements afin de vous inciter à vous éloigner. Ils sont curieux et attirés par la nourriture, mais surtout par vos déchets de camp, dans votre campement. Fait que c'est important une bonne gestion des déchets. Ils sont plus inquiétants au printemps parce qu'ils viennent de se réveiller, ils ont faim, ils sortent de l'hibernation. Les ressources sont aussi, au printemps, sont rares. Fait que la saison des petits fruits à la fin de l'été les garde très occupés, mais il faut toujours s'en méfier. Lorsque vous travaillez en pleine forêt, vous ne pouvez pas voir au loin, faites régulièrement un tour d'horizon. Vous sentir épié, se sentir traqué, c'est une situation désagréable, surtout quand vous réalisez que vous avez juste votre portable à votre station. Fait que faites du bruit, beaucoup de bruit. Si vous avez un sifflet, utilisez-le et préparez vos dispositifs de répulsion et rassemblez-vous si vous êtes plusieurs. Si l'animal se dirige vers vous, bien, faites encore plus de bruit, puis choisissez d'intervenir avec le bon appareil, soit les bear bangers, du poivre de Cayenne s'il est en dedans de 3 mètres, puis en dernier recours, un fusil. Même si ça ne vous saute pas aux yeux, soyez attentifs sur vos sites. Regardez pour des signes de présence animale. Les ours laissent des pistes au sol, des traces sur les arbres, aussi des bons tas de fesses, surtout lors de la saison de bleuets. L'ours polaire, bien, leur présence est plutôt rare, mais possible, comme on a pu le voir cette semaine en Gaspésie. Nous avons plusieurs vidéos de sensibilisation qu'on peut vous prêter pour des comportements adoptés face aux ours. On prête pour visionnement. On a au moins 4 vidéos différentes. Il y en a une sur les ours polaires, les autres, les ours bruns, puis les ours noirs. Fait que gênez-vous pas si vous voulez voir des vidéos sur les comportements à adopter. Là, sont très bien faits. Puis, il faut particulièrement faire attention aux jeunes ours. Ils sont plus curieux et dangereux. On va le voir par la grosseur. Les jeunes ours sont un peu plus petits. Là. Ici, on peut apercevoir un adulte que j'ai réveillé. Il dormait sur le bord d'un boisé. Là. Puis, fait que pour atteindre notre site d'échantillonnage, il a fallu qu'on fasse un méga détour de 45 minutes pour contourner le boisé. Puis, fait qu'il est très important de prendre votre temps, voir la réaction de l'animal, puis son comportement face à votre présence. Après, vous allez pouvoir déterminer votre plan d'action. En tout temps, ne jamais sauter en courant avec un ours polaire. Prenez votre temps, reculez, éloignez-vous tranquillement. Les insectes piqueurs. Un être tout aussi vorace que les ours sont les insectes piqueurs, les maringouins et les mouches noires. Il peut y en avoir énormément, mais vraiment énormément. Il y a des explosions d'insectes, on appelle des blooms à certaines périodes de la saison. Ça ne dure pas tout l'été, ça peut durer quelques semaines. Ça donne que c'est les semaines de vos travaux, c'est pas cool. Fait que ça peut devenir très aliénant, agir sur votre morale puis sur votre patience. Fait que c'est à prendre en considération, surtout avec vos collègues. Là. Il y a les nids de guêpes, ils vont être parfois sous l'escalier ou bien dans le sol. Les mouches noires, regardez comment ça peut piquer les mouches noires. Là. Ça s'infiltre au-dessus de vos bois, ça marche très tranquillement, vous ne les sentez pas, puis à la fin de la journée, vous arrivez à la station, puis vous avez beaucoup de piqûres. Il y a aussi beaucoup d'araignées. Apportez des anti-inflammatoires, des crèmes, des vestes à mouches, la lotion, afin de vous munir contre ces insectes. Puis il y a des chironomides, attention, ils ne piquent pas, mais ils forment des nuées, puis ils finissent par être achalants quand ils sortent en essaim comme ça. Là. Sinon, le pollen, c'est un autre aléa. En nordique, l'été, il y a beaucoup d'épinettes. Il est bien important de tenir compte des allergies. Les conifères génèrent beaucoup de pollen en été. On retrouve des nappes de pollen. On va voir ça lorsqu'on survole des grands lacs ou même, ça, il y a une photo qui est prise sur le bord de l'océan. On voit vraiment ces nappes-là de pollen, c'est jaune, jaune, jaune en été. Fait qu'il faut prévoir, tenir compte des antihistaminiques, les apporter avec vous. Puis même si vous n'êtes pas sensible ici au sud, là-bas, si vous n'avez jamais été en contact avec un nouveau pollen, ça se peut que vous développiez des allergies. Sinon, les aspects physiologiques, que ce soit les engelures, l'hypothermie, surtout si vous décidez de nager dans un lac ou dans une rivière, l'épuisement à force de travailler à tous les jours,
La déshydratation, c'est important de boire beaucoup d'eau à tous les jours. Buvez votre litre d'eau. Blessure au pied, l'importance d'avoir des bonnes chaussures. Puis le fait, c'est que vous allez passer votre été dans des bottes ou dans des bottes de caoutchouc. Fait que c'est à l'humidité. La guérison est plus lente, c'est plus long. Les blessures au dos, importance de bien forcer, plier les genoux. L'insolation au coup de chaleur, ça, c'est très fréquent, même en hiver, quand vous êtes trop habillé, si vous n'avez pas bu assez. L'aveuglement, surtout sur l'eau, la neige, la glace, apporter des verres polarisés avec vous sur le terrain. Surtout sur des sites où vous allez travailler 24 heures ou 24 heures de soleil, comme dans l'Arctique, on va travailler sur un lac ou sur la glace de lac ou même sur un glacier. Il peut y avoir des coups de soleil. L'isolement et la détresse psychologique, souvent, c'est de l'accumulation. C'est en lien avec la fatigue. C'est le cumul des différents stress. Soyez attentifs à vos collègues autour de vous. Essayez de déceler ces signes-là puis d'en parler. Sinon, il y a des blessures de toutes sortes, des brûlures, des coupures. Ça peut être aussi de l'indigestion, des allergies alimentaires. Fait que, autre cas, je ne sais pas si vous allez entendre. Vous entendez? OK. Autre cas, c'est la météo, des vents violents. Ça va propulser des débris. Des vagues vont se lever dans le cours de la journée, puis ça peut arriver assez rapidement. Fait que le brouillard aussi peut se lever en fin de journée. Des orages, des éclairs plus intenses comme on voit ici. Puis même si votre directeur insiste, moi je vous dirais, allez-y pas. Restez en dedans, au sec, parce que des fois, ça va prendre 2-3 jours tout sécher vos habits, vos équipements. Oui. Toujours planifier quelques journées de mauvais temps dans votre horaire. De ne pas planifier un horaire là, très serré parce qu'il va y en avoir des journées de mauvais temps. Il faut prévoir des retards pour des vols, surtout le vol du retour. Planifiez pas un événement le lendemain de votre retour. Il y a de bonnes chances que vous soyez obligé de le manquer. Parce que, prenez un exemple, l'hélicoptère est supposé venir travailler avec vous autres 3 jours. Le jour 1, ben, il arrive vers 10h30 le matin. C'est pas pire. Ben non, il doit décharger ses affaires personnelles de l'appareil. Il faut qu'il fasse le plein de carburant. Puis, oh non, en plus, il faut qu'il mange, le pilote. Fait que la journée de travail commence juste en début d'après-midi. C'est important à prendre en considération. Journée 2, bon, mauvaise nouvelle, la météo, il y a du brouillard. L'hélicoptère ne peut pas voler. Fait qu'il doit repartir. Puis le jour 3, vous travaillez un peu, mais le pilote veut repartir parce qu'il ne veut pas courir le risque de se faire prendre dans la mauvaise météo parce que lui aussi, il a hâte de rentrer chez eux. Fait que c'est important. Chaque journée d'échantillonnage que vous avez, toujours prévoir ou planifier les sites les plus importants. Parce que c'est sûr que vous n'aurez pas le temps alloué. Puis plus on va au nord, dans l'Arctique, pire que c'est. Les conditions sont d'autant plus variables. Bruit excessif, non, on ne l'entendra pas. L'hélicoptère, la turbine, a produit beaucoup de bruit. Comme j'ai dit, apportez des bouchons, puis prenez votre temps. Puis lorsqu'il y a une opération héliportée, comme ici, on le voit très bien, pas de chapeau, sinon le tenir. Attention au couvercle des bacs, puis les glacières. J'ai vu des glacières s'ouvrir puis se vider de leur contenu. Puis toujours attendre que l'hélicoptère soit stabilisé. Puis, en plus, regarde, on voit très bien ici, l'équipe retient tout l'équipement. Puis le pilote, il va faire signe, vous allez voir dans la fenêtre. Enfin, tout, là. Regarde, il fait un signe. Alex fait un signe aussi. Fait que là, c'est bon. On peut commencer à bouger. L'hélicoptère, il va rester en mouvement. Et il fait qu'il faut quand même sécuriser l'équipement puis le rentrer dans le cargo de l'appareil. Les aspects géomorphologiques. On va voir. Il faut porter une attention particulière aux déplacements sur la glace de mer ou de lac, surtout en juillet et en août. Attention au travail sur les glaciers aussi, dans les grottes et phénomènes de versants, comme les glissements de terrain. Apportez l'équipement de sécurité nécessaire pour vos travaux. Très important, portez des casques si vous travaillez porte d'un glacier. Sinon, faites attention aux vagues qui vont se former en cours de journée, comme je mentionnais tantôt sur l'île, si vous partez. Aux endroits de glissement de terrain, les sols sont plus instables. C'est important de garder une certaine distance avec les parois du glissement. Puis les arbres, ils ont possiblement été emportés dans la rivière, comme c'est arrivé à Kujarapik, Wapmagouchou, il y a eu un gros glissement de terrain, mais la rivière s'est remplie de troncs d'arbres. Puis avec le temps, les arbres s'imbibent d'eau, puis ils vont entre deux eaux. Fait que si vous naviguez avec ça, bien, vous frappez un arbre, ça peut facilement faire chavirer. Fait que informez-vous sur le secteur s'il y a des alertes ou il y a eu des phénomènes comme ça.
Là, on le sait, c'est arrivé dans la grande rivière de la Baleine. Fait que là, on porte une attention particulière à ça. Il y a encore des arbres dans l'eau. Puis, autre cas, il faut prendre en considération le gonflement des rivières suite à la fonte quotidienne des glaciers. Les niveaux les plus bas sont entre minuit et 6 heures. Ce n'est pas parce que vous avez été capable de traverser cette petite rivière-là le matin que vous serez capable de la retraverser en fin de journée. Quand il fait chaud, il a mouillé. C'est très dangereux. Fait que dans ce temps-là, vous attendez que les niveaux rebaissent encore. Ça peut être 4, 5, 6 heures. Comme je disais, c'est entre minuit et 6 heures le matin que les niveaux sont plus bas. Fait que ce n'est pas grave dans l'Arctique où ça arrive, où il y a des glaciers, parce que le soleil, il va être là 24 heures. Fait que l'objectif, ce n'est pas de vous faire vivre les pires expériences de plein air de votre vie. Bien qu'amusantes, les séries télévisées telles que Alone, Survivorman ou Maroon n'ont pas le même objectif. Tout au contraire, l'objectif est de faciliter l'accès au territoire, de maximiser l'échantillonnage de qualité en toute sécurité, puis de revenir à la maison avec des bons souvenirs. On instaure des balises pour votre sécurité et celle des autres. L'appréhension des risques et les formations qui s'ensuivent sont une étape importante dans votre préparation. Fait que parmi les cours obligatoires, on va avoir celle de premiers soins, qui est bonne pour 3 ans. Ça dure 2-3 jours selon la formation. Mais c'est obligatoire. Permis de conduire aussi, si vous avez de la route à faire ou des véhicules à conduire. Cours de natation. Sinon, avertir et sensibiliser les gens de votre équipe à une phobie de l'eau possible. Si vous faites des embarcations nautiques, il vous faut votre carte de conducteur d'embarcation de plaisance. C'est obligatoire. Le CIMDUT pour les produits dangereux, et pas juste dans le labo, mais aussi dans le campement, comme on a vu. On travaille avec du mazout, du propane. C'est important. Si vous faites de l'acier à chaîne, il y a un cours d'abattage manuel. Il y a la conduite sécuritaire de VTT ou de motoneige. On donne une formation ici à l'ULaval via les ressources humaines. Il y a un certificat d'opération de drone, opérateur radio, permis de possession, acquisition d'armes à feu. Si vous allez en région, puis c'est obligatoire. Bien, pas obligatoire, mais vous en avez besoin parce qu'il y a une présence d'ours. Le travail en hauteur, on donne des formations. Puis si vous faites de la montagne, il y a des cours de sécurité de montagne, d'avalanche. Puis sinon, des cours de plongée, j'en padis, là. Puis trapage, manipulation d'animaux. Si vous avez à faire du trapage, il y en a qui font du trapage de renard, entre autres, là, à l'île Bilot. Bon, les enregistrements auprès des autorités. Ça, bien, ici à l'Université Laval, il y a le bureau de mobilité. Ça, il y a un gros formulaire à remplir, faire signer par votre directeur de recherche. C'est un formulaire que vous devez remplir. Il vous demande plein d'informations, les cartes des sites d'échantillonnage, votre semelle de botte, une photo récente de vous. C'est important, vous devez remplir vous enregistrez ce formulaire-là auprès de l'Université Laval. Puis aussi, très important, couverture d'assurance adéquate. Informez-vous sur votre site universitaire, le site du CEN aussi, il y a beaucoup d'informations sur les couvertures d'assurance. Puis des suivis sur le terrain, bien, il y en a qui s'est fait auprès de Parc Canada. Parc Canada, sur certains sites, vont nous appeler tous les matins. Le Parc Nunavik aussi, ça se fait. C'est de moins de mesure que Parc Canada, mais puis PCSP, eux, c'est matin et soir. Ils exigent. Puis si vous ne répondez pas après 2-3 appels, bien là, ils vont envoyer un avion sur le site, puis vous allez devoir payer les frais d'avion. C'est important de toujours garder ce lien logistique-là, puis de faire ces liens de communication-là. Fait que la logistique, c'était le point 7. Fait que les envois cargo, il faut prévoir ça. Là, il est trop tard. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 mois pour acheminer du matériel sur certains sites. Attention aux matières dangereuses. Assurez-vous d'avoir tous les documents. C'est par bateau. Il y a des dates pour l'embarquement, puis pour l'arrivée des bateaux dans certains villages. Des fois, c'est plusieurs mois. Il faut prévoir la location de véhicules, la réservation des places pour l'hébergement. Des fois, il faut ajuster votre horaire parce que, mettons, le site d'accueil d'hébergement est plein. Donc là, vous ajustez votre horaire en fonction de ça aussi souvent. Donc, la composition de l'équipe, c'est important aussi d'avoir une hiérarchisation de l'équipe, d'avoir un chef d'équipe, un chef de camp. Ça permet de bien répartir les tâches, puis qui fait quoi, puis qui est responsable de quoi. L'embauche d'assistants aussi, si vous prévoyez. Puis aussi, ou d'un guide. Mais quand vous embauchez un guide, ce n'est pas juste l'embauche du guide. Il faut prévoir, il va avoir un véhicule, une arme à feu, c'est quoi les modalités que vous allez payer, son carburant, sa tente.
Fait qu'il y a tous les frais qui se rattachent à ça pour l'embauche d'un guide. Au niveau de la communication, ça va être satellite. On va avoir InReach, Iridium au CERN. Sinon, il y a Globalstar, on va avoir cellulaire. On a aussi des radios. Fait qu'on recommande toujours 2 moyens de communication par équipe. C'est toujours 2 moyens de communication par équipe. Je le répète. Fait que des protocoles, mettre en place un protocole de communication avec votre camp de base ou sinon, c'est un organisme qui va vous l'imposer. Fait que ça peut être 2 appels par jour ou juste un appel en fin de journée, le soir, quand vous avez fini vos travaux. Mais c'est vraiment de bien s'entendre. Tous les soirs à 7 heures, on vous appelle. Fait qu'il y a quelqu'un qui attend votre appel. C'est important de le faire. Mais aussi de se familiariser avec les protocoles de recherche. C'est propre à chaque équipe, selon la nature des travaux. Puis aussi, familiarisez-vous avec les protocoles de sécurité avant d'y aller. Transport, avez-vous, si c'est par bateau, veste de sauvetage, la trousse dans le bateau. Fait que protection adéquate contre le froid, parce que ce n'est pas parce qu'il fait plus 15 sur le terrain, vous allez en mer, la température avec la vitesse du bateau, elle peut baisser rapidement. C'est important de prévoir une tuque. Si vous partez en motoneige ou en VTT, comme j'ai dit, le casque est obligatoire, puis minimum 2 véhicules, minimum 2 personnes aussi. Puis toujours prendre une personne d'expérience en avant pour ouvrir et lire le terrain. Puis toujours regarder en arrière, régulièrement. Si quelqu'un ne suit plus, bien là, il faut arrêter, puis attendre, puis sinon rebrousser pour aller voir. Toujours avoir la personne en arrière de vous en vue. OK? Puis essayez vos équipements, que ce soit le DGPS, le InReach, le Iridium, et que ce soit avant d'aller sur le terrain ou la première journée sur le terrain, faites l'essai de vos équipements de communication. Faites un test, appelez quelqu'un de la famille avec le Iridium ou le InReach, textez du monde. Puis prévoir l'achat de matériel nécessaire, que ce soit l'équipement perso, les bottes, veste à mouche, chapeau. Si vous achetez des bottes neuves, attendez-vous pas de les casser sur le terrain, vous allez avoir des ampoules. Prévoir vos équipements d'échantillonnage, les filtres, les sacs, puis en quantité suffisante. Puis après ça, c'est l'achat des titres de transport. Puis sinon, vous pouvez aussi discuter de la faisabilité de votre plan avec quelqu'un qui a déjà été, quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis revoir, faites des listes. C'est très important, je le répète, faire des listes d'équipements, de matériel pour le labo, votre équipement personnel, votre plan d'urgence. C'est important de le prendre en note, faire des listes, des équipements de navigation, que ce soit tout votre équipement personnel aussi. Fait que la mission proprement dite, toujours prévoir un plan A, un plan B, un plan C. Puis revoir quotidiennement le plan selon l'état d'avancement des travaux, le moral des troupes, la météo, la disponibilité du moyen de transport. Soyez flexible. La météo dictera votre horaire. N'essayez pas de la combattre, comme on a vu tantôt. C'est vraiment la météo qui va vous dire si vous pouvez y aller ou pas. Puis imaginez-vous que c'est la seule opportunité que vous avez à échantillonner. Alors, prenez l'essentiel et le plus important en premier. C'est pour ça, les plans A, B, C. Puis, voyez toujours à votre sécurité et à celle des autres. N'hésitez pas à faire connaître votre désaccord ou vos craintes sur une situation. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites-le, gênez-vous pas. Attendez pas que ce soit trop tard. Si vous avez détecté quelque chose d'anormal, dites-le. Puis les protocoles, c'est fait pour être amélioré constamment. La gestion du risque sur le terrain, on ne veut pas en prendre de risque, ou le moins possible. C'est très important de revoir les protocoles, que ce soit à l'aviation, l'hélicoptère, embarcation nautique. Revoyez le plan de match avant de partir la journée même. Soyez flexible puis ouvert d'esprit. Soyez zen un peu. Là. Les conditions parfois rustiques du terrain peuvent affecter le moral des troupes. Les insectes piqueurs, le froid, la fatigue sont tous des stress. Et tous n'ont pas les mêmes seuils de tolérance. Les gens, tout le monde est différent. Se déplacer à la vitesse de la personne la plus lente du groupe, toujours. Vérifiez régulièrement l'état des autres membres. Et surtout, ayez une attitude positive. Les gens sont soumis à des... Oh, pardon. Les gens sont soumis à des... Voyons. Les gens sont soumis à des tâches qu'ils ne sont pas habitués. Ils vont aller on va être 15 ou 20 des fois à utiliser une toilette rustique comme ça. Puis ils font des tâches comme transporter de l'équipement avec une brouette ou aller chercher le bidon d'eau pour boire sur un sac à dos. C'est important.
Puis aussi, vous allez habiter avec des gens qui sont parfois non compatibles avec vous autres, en proche proximité, sous les différents stress qu'on a vus ici, là. Fait que soyez patients. Fait que, bon, la mission proprement dite, bon, le grand jour arrivera. Vous allez enfin vous rendre sur un site extraordinaire de recherche, comme ici, Pingelwit. Vous avez les autorisations, les fonds nécessaires, l'équipe et le matériel pour vous rendre sur le site. Une fois arrivé, ce n'est pas comme prévu. Puis, ce n'est pas comme vous aviez planifié. Les conditions météorologiques, les équipements sont arrivés ou pas. Les équipements, ils ont pu être endommagés lors du transport. Prévoyez un plan B. Puis, une fois rendu directement sur le site, les conditions météo, comme je dis, puis la fenêtre d'accès au site, des fois, est plus restreinte. Des fois, ça peut être plus difficile que vous l'aviez imaginé. Comme la pente, là. On ne pensait jamais que c'était aussi long, puis il y avait autant de roches. C'était difficile à marcher puis à acheminer le matériel en bas. Mais après une mission en Zodiac, on était capable de faire un prélèvement, aussi de trouver l'endroit le plus profond pour faire du carottage. Mais ça ne suffisait pas, fait qu'il a fallu planifier une mission d'hiver pour revenir. Bon, mais les conditions hivernales aussi apportent leur lot de surprises. Le froid complique les opérations de carottage. Tout gèle au contact de l'eau. Aussitôt que ça sort de l'eau, ça va geler à même le carottier. C'est important d'amener de l'eau, faire chauffer de l'eau constamment, puis avoir des hot pads. Puis la récupération des échantillons, c'est plus élaboré de temps que prévu. Mais ici, tout est bien qui finit bien, puis les échantillons qui ont récupéré, c'est des carottes de plus de 8 mètres au fond du cratère. C'est le professeur pianiste au Centre d'études nordiques qui a conduit avec succès une expédition vers le cratère pour extraire des sédiments du fond du lac. Il obtenait des données sur les changements climatiques datant de la dernière période interglaciaire, il y a 120 000 ans. On peut voir ici la difficulté d'accès même en hiver avec des guides qu'on avait embauchés dans le village. Oui, c'est pas évident parce que la pente était forte puis l'équipement, il veut descendre. Le retour. Oui. Fait que voir au retour des échantillons en sécurité, que ce soit des échantillons congelés, il faut qu'ils soient bien identifiés, triés, les échantillons sécurisés. L'importance de mettre les échantillons en sécurité, c'est les coûts de la recherche nordique sont très importants pour travailler dans le Nord. Le temps et les efforts consacrés par l'équipe aussi, que ce soit votre directeur, le centre de recherche, ils mettent beaucoup d'efforts pour faire en sorte de vous rendre sur les sites. Puis après ça, c'est de voir au classement des dossiers, les fichiers, les photos, les données informatiques, puis faire des backups sur le terrain, puis en revenant. C'est important que ce ne soit pas la même personne qui ait toutes les backups. Puis aussi, il faut faire une rencontre avec toute l'équipe au retour pour faire un retour sur le terrain. La prise de notes, comparer nos notes, les aléas, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif. Parlez-en. C'est important, ça. Les affaires que vous n'avez pas aimées là, au retour, là, c'est là qu'il faut en parler, surtout pendant que c'est encore frais. Attendez pas 3, 4 mois, 6 mois pour dire « Ah, finalement, je n'aimais pas trop ça. » Ce genre de travail-là, je trouvais ça un peu dangereux. Puis, vous n'avez pas le choix, vous faire des suivis auprès des organismes, des rapports de terrain. Puis, nettoyage des équipements afin que les équipes qui suivent profitent aussi d'un matériel en bon état. Quand vous avez bien fini, l'essuyer, on peut voir des outils tout rouillés. Quand on arrive au début de la saison, on dit « Ah, l'équipe qui était là avant. » C'est important de nettoyer quand vous avez fini. Puis, inspecter, noter les bris, planifier les réparations des équipements et leur rangement subséquent. C'est votre responsabilité. Si vous avez brisé des équipements, dites-le. Ce n'est pas grave. On a des fonds pour couvrir les réparations. Mais ça se peut qu'on vous demande, tu peux-tu trouver un fournisseur, la pièce est brisée? Ça se peut qu'on vous le demande. Mais c'est normal, ça arrive. Vous êtes dans des conditions des fois parfois difficiles. Mais n'oubliez pas, la sécurité, c'est la responsabilité de tous et chacun. Fait que soyez vigilants, puis bon terrain. Vous n'avez pas eu trop de questions. Mais si vous en avez, gênez-vous pas.